Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Filtre sur Star 21 TV. Depuis le premier régime de notre pays, les femmes ont été à l'avant-garde du combat politique. On peut citer Radia Mafori et Mbalia Camara qui ont organisé les premières marches de femmes en Guinée pour faire fléchir le gouvernement de Sékou Touré. Mais, de nos jours, les femmes sont de moins en moins omniprésentes dans les sphères politiques. Le combat politique a-t-il été toujours réservé aux hommes? On pourrait d'abord répondre par l'affirmative, puisque les statistiques de la parité homme-femme ne sont toujours pas respectées dans l'actuel gouvernement. La nouvelle génération se pose beaucoup de questions. Le fait de ne pas briller en politique est-il seulement la faute aux hommes ou les femmes guinéennes sont victimes de leurs petits rêves? La Guinée est-elle prête à supprimer toutes ces disparités? Avec notre invité sur ce plateau, nous allons essayer de répondre ensemble à ces questions qui nous préoccupent. Mais avant, suivons ensemble ce reportage. La politique, une activité à prédominance masculine, intéresse de plus en plus les femmes en République de Guinée, même si elles peinent à s'affirmer comme c'est le cas des hommes. Depuis la Première République, la présence féminine servait plus à la mobilisation et l'animation qu'à la prise de décision. C'est cette donne qu'elles veulent changer aujourd'hui en créant elles-mêmes leur parti politique. Dans ce cercle restreint des présidentes de partis politiques figure Adja Fatou Bangoura, fondatrice du parti PUSG, entendait Parti de l'unité et de la solidarité de Guinée. Cette dame, depuis plus de 30 ans, évolue entre associations, administration et partis politiques. J'ai créé le parti en 2008. 2008, on m'a dit de faire 2 ans de formation. J'ai fait les 2 ans de formation, j'ai été agréé en 2010. 2010, après être agréé, je me suis présentée à l'élection présidentielle de la République de Guinée et que j'ai été candidate malheureuse. J'ai fait 8 mois sur le terrain avant l'arrivée de certaines femmes pour se présenter. Et pour ça, jusqu'à présent, je suis courageuse là-dessus. Je me bats avec les hommes. Adja Fatou Bangoura a bravé pas mal de difficultés depuis la création de son parti. J'ai été limogée de ma classe de directrice de promotion féminine parce que j'ai créé mon parti. Vous voyez que c'est vraiment amer. Étudier, finir tes études, travailler et te présenter à l'élection présidentielle pour défendre ton pays, pour être sur la place de prise de décision et qu'on te limoge comme ça là. La question sur l'égalité du genre revient et continue de revenir dans les débats. La présidente du PUSG s'exprime sur le sujet. Aujourd'hui, on croit que les femmes, c'est les habits de maison. Ce n'est pas ça. Une femme ne doit pas être un habit de maison. Une femme doit montrer à l'homme que ce que l'homme peut, femme aussi peut. Cette égalité tant souhaitée ne s'acquiert point avec les pas de danse ni les plus belles mélodies. Cette date devrait plutôt servir à une remise en question afin d'alléger la problématique du genre. De retour sur ce plateau, nous sommes avec Dr Makali Traoré. Elle est chef d'entreprise, professeure d'université, présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée et aussi présidente de la COFIG, Coalition des femmes et filles de Guinée. Madame, bonsoir et merci d'être venue sur notre plateau. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Merci à vous. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée. Pourquoi vous avez initié ce réseau? Alors, ce réseau, c'est pas moi qui l'ai initié, c'est les Nations Unies qui l'ont initié. D'accord. Dans les années 77. Pour un peu permettre au pays de capitaliser les expériences des femmes qui ont déjà assumé des responsabilités dans les pays respectifs. Et donc ce réseau a été créé en Guinée en 97, mais je suis la première qui ait été élue à la tête de ce réseau.
Jusqu'en 2010, le réseau était chapeauté par la ministre de l'Action sociale, mais il s'est trouvé qu'elle a tellement d'occupations que le réseau ne marchait pas comme on le souhaitait, et nous avons décidé de réformer et de désormais élire la présidente. Je suis donc la première présidente élue. Je suis d'ailleurs à la fin de mon 2e mandat. D'accord. Donc, on parle aujourd'hui de la place des femmes en politique en Guinée. Alors, dites-nous, la femme politique doit-elle être un homme? Quand je dis un homme, c'est-à-dire qu'elle doit être plus masculine, elle doit retirer son côté féminin pour entrer en politique. Je crois que surtout pas. Parce que la femme a des qualités exceptionnelles, justement, de négociation, de persuasion, de conviction, qu'elle n'a pas besoin forcément de revêtir un caractère d'homme pour réussir en politique. Parce qu'il y a une complémentarité. Les hommes peuvent des choses, les femmes aussi. Et il est très important de capitaliser aussi ce différentiel à tous les niveaux. Non, la femme n'a pas besoin d'être un homme pour être une bonne femme politique. Elle ne doit pas, par exemple, s'habiller comme un homme. Par exemple, quand je dis ça parce que quand on voit Angela Merkel, elle reflète plus l'allure d'un homme qu'une femme. En tout cas, c'est ce que on voit, c'est ce qu'on sent. Est-ce qu'il faut être comme ça, s'habiller comme un homme, être comme un homme pour pouvoir s'imposer dans ce milieu? Non, je ne crois pas. Vous avez eu Indira Gandhi, vous avez d'autres modèles. Vous avez Madame Clinton, qui est très féminine. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois. C'est une dame qui a des foulards, qui porte des couleurs de femme, qui est très douce. Non. Peut-être que ça peut correspondre à votre personnalité. Il y a des femmes qui sont plutôt homas. C'est-à-dire, quand on grandit dans un milieu masculin, qu'on n'a que des frères et qu'on est seule fille, l'éducation a un effet sur vous. Je pense que ça vient de là, mais ce n'est pas nécessairement pour s'affirmer, de se transformer. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Donc, en Guinée, ici, on remarque souvent que les femmes sont de grandes mobilisatrices quand on fait des campagnes, quand on fait des sensibilisations pour adhérer à un parti. Mais au moment où ils doivent prendre des prises de décision, au moment où ils doivent avoir des postes, on ne les voit plus. Alors, quelle est votre analyse de la situation? Je pense que ça dépend un peu de la volonté politique. Vous savez, l'histoire de la Guinée est une histoire très intéressante de ce point de vue-là. Nous avons eu un premier président qui a donné une grande place, une place importante à la femme. La Guinée est quand même citée dans le monde entier comme ayant été le premier pays à faire présider le Conseil de sécurité par une Guinéenne. On a eu des femmes qui ont assumé de très hautes responsabilités dans ce pays. Donc, c'est avec l'arrivée des militaires au pouvoir que cela a un peu changé. Et puis là, ça reprend timidement, mais ça reprend quand même. Donc, c'est une histoire en dents de scie. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de caractère définitif à cette démarche-là. Bien sûr qu'il y a la volonté politique qui compte, mais il faut se dire que de plus en plus, on demande aux femmes d'être plus cultivées, plus instruites, plus engagées. L'enjeu est aussi beaucoup plus important et de toute façon, de plus en plus, les femmes comprennent qu'elles n'auront pas ça sur un plateau d'or et qu'il faut se battre pour aller chercher. Oui, vous dites que les femmes n'auront pas ça sur un plateau d'or, mais on a toujours l'impression que les hommes en ont sur un plateau d'or, parce que c'est plus facile pour eux. Il y a des hommes qu'on met à des places, ils ne sont pas vraiment compétents, mais ce sont des hommes, on les met là. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a moins de difficultés par rapport à l'analyse de compétences. Je crois que même les hommes savent aujourd'hui qu'il y a... Moi, j'ai dirigé une campagne présidentielle. C'est un poste, en 2010. En 2010. C'est un poste éminemment important pour l'élection du premier président civil après les militaires. C'est déjà une responsabilité. Moi, je nuance beaucoup quand je parle des postes de prise de décision. Quand vous êtes dans un marché, le bureau de l'administration qui est mis au niveau du marché, il faut être là. C'est un poste de prise de décision. Quand vous êtes dans une organisation, il faut être utile et avoir sa voix dans cette organisation. C'est ça. On voit souvent l'accès au poste de prise de décision comme l'accès à un poste
de ministre, de directeur, etc. Non, les postes de prise de décision, c'est absolument à tous les niveaux. Lorsque vous êtes dans une université et qu'il y a un collège de décision, il faut y être. Donc, quand vous êtes dans une mairie et qu'il y a des postes de décision où ceci doit influencer la vie de la cité, la vie de l'association, la vie des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, il faut être là, il faut être autour de la table de décision. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend le débat, les femmes sont là. C'est une façon de s'approprier du poste de prise de décision. Mais vous savez, les choses vont évoluer, c'est inexorable. Oui. Je suis sûre que la prochaine fois, il y aura plus de femmes à l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a plus de femmes dans les conseils municipaux. Et d'ici quelques années, on aura forcément une femme Premier ministre et peut-être une femme présidente de la République. L'évolution est inexorable. Aujourd'hui, elles sont moins complexées. Elles sont plus instruites et elles en demandent. Elles ne restent plus en contrebas. Aujourd'hui, elles réclament leur place. Et moi, je suis bien placée pour le savoir. Je suis à la tête des 2 plus grandes organisations de femmes dans ce pays. Et c'est vrai, ce qu'on dit aux femmes, ayez de l'audace, soyez décomplexées et faites briser les glaces. Et de l'audace, soyez décomplexés et faites briser les glaces. Donc, c'est votre conseil aux femmes. Absolument. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, une femme qui veut se lancer en politique, comment elle peut concilier les deux, sa vie sociale et sa vie politique? Comment elle peut le faire? Bon, ça, c'est la vie de toutes les femmes publiques. On nous demande d'être performantes à la maison, performantes dans l'éducation des enfants, performantes au travail, performantes en politique. C'est la vie de la femme, ça. Il ne faut plus que ça soit un frein ni une justification. Je suis une femme publique, j'ai une famille, j'enseigne, je suis chef d'entreprise. Ça nous demande peut-être plus de performance et plus d'organisation. Mais c'est absolument possible et je voudrais vous rassurer que c'est le quotidien de milliers de femmes qui se lèvent à 4 heures du matin et qui se couchent souvent après minuit. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cette problématique d'accès des femmes aux postes de prise de décision et surtout leur place en politique. Après avoir dansé et chanté, aujourd'hui, elles réclament de plus en plus d'être là autour de la table au moment où c'est décidé. Alors, est-ce qu'on doit pas arrêter de chanter et de danser pour qu'on nous prenne au sérieux? Non. Moi, je pense que on me prend au sérieux. Pourtant, je danse, je chante. Non, c'est pas. C'est peut-être une question de proportion. C'est peut-être une question de conditionnalité à sa danse et à sa chanson, pardon. Lorsque vous avez dansé et chanté pour quelqu'un et que malheureusement au moment du partage des postes de responsabilité, vous n'avez pas été là, mais cessez de chanter et de danser pour lui, par exemple. Voilà. Mon cas est encore un cas d'école. Moi, j'ai été avec le professeur Alpha Condé. Il a gagné. Il s'est mis à nommer tout le monde autour de moi. Ça, c'est un problème de volonté politique. Ce n'est lié ni à un problème. Et tout le monde s'est demandé pourquoi pas vous. Ce n'était ni par incompétence, ni parce que le travail n'a pas été fait, ni parce qu'il y a eu un acte qui me... Parce que je lui ai posé la question. Il n'a pas su y répondre. J'ai posé la question moi-même. Mais je pense que ce qui aurait été dégradant pour moi, c'est si j'avais continué à chanter et à danser pour lui. J'ai arrêté, je suis passée à autre chose et j'ai tourné la page. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, vous cessez d'être respecté. Ce n'est pas parce que vous avez dansé et chanté que vous n'avez rien eu au fait. Vous pouvez ne pas être jugé par ça. Mais si on continue à vous voir sur cet élan, là, on va vous dire que, on va vous juger autrement. Et je pense que les femmes, aujourd'hui, lorsque vous êtes allé avec quelqu'un, que vous avez pensé que vous n'avez pas été pris à la hauteur de votre investissement, mais désinvestissez-vous en sa faveur. Travaillez pour vous-même. C'est extrêmement important. Je le répète souvent aux femmes. C'est pas parce que quelqu'un... vous ne pouvez pas
contrôler ce que l'autre peut faire pour vous, mais vous pouvez contrôler ce que vous pouvez faire pour vous. D'accord. Donc, nous marquons une petite pause pour la première rubrique de notre émission, l'expression du jour. Notre expression du jour aujourd'hui, c'est une citation de l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson. L'expression du jour. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ellen Johnson Sirleaf. Alors, madame, dites-moi, pensez-vous que les Guinéennes sont victimes de leurs petits rêves aujourd'hui, en 2019? Vous ne pensez pas qu'on aurait pu faire plus? Oh, je pense que ça nous renvoie au début de notre conversation. Quand on peut parler d'efforts, les Guinéens font beaucoup d'efforts. Quand il faut se mobiliser, les Guinéens savent se mobiliser. Quand il faut parler, réclamer, de plus en plus les Guinéens savent réclamer. Mais ce que Hélène dit, je le comprends d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il faut voir grand. Il faut voir très grand. Il faut voir grand au point que vos propres rêves vous fassent peur. Mais moi, j'enlèverai le mot peur. Les rêves ne doivent jamais nous faire peur. Quand moi j'ai décidé de réunir les femmes au niveau de la COFIG pour créer un lien entre les grandes dames et les petites dames, les dames à la base, il y a beaucoup qui m'ont dit, mais enfin, tu vas nous embarquer dans un travail difficile. Je dis justement, c'est quand c'est difficile qu'il y a un défi à relever. Aujourd'hui, c'est une coalition de 1079 organisations de femmes en Guinée. Et je pense que depuis 2011 que nous animons cette grande coalition qui est installée dans les 33 préfectures, personne n'a entendu parler d'histoire, de conflits, de confrontations au sein quand même de la plus grande plateforme des femmes. Ça veut dire qu'on peut fédérer autour de certaines idées forces. Par exemple, chez nous, on se réunit au-delà de toute appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale. Et ce principe-là, on l'applique. On n'est pas là parce que, ou alors on ne peut pas être là parce qu'on appartient à tel parti ou à telle ethnie. Non, on a transcendé ça et c'est un peu un modèle qu'on a voulu montrer aux Guinéens parce qu'aujourd'hui nous raisonnons tous selon notre amour, notre nom, notre ethnie. Et il fallait que les femmes donnent l'exemple. Cet exemple qu'on donnait, c'était un rêve grand, immense. Oui. Mais on n'en a pas eu peur, c'est pour ça qu'on l'a réalisé. Vous avez pu intégrer cette vision aux femmes. Qu'est-ce que vous leur avez dit, par exemple, pour pouvoir adhérer à cette vision? Il y a l'exemplarité. Vous savez, quand vous-même vous dites aux femmes, il faut être ensemble au-delà des partis. Il faut que vous-même, vous soyez indépendants par rapport aux partis, que les partis ne puissent pas vous utiliser. Rassurez-vous, il n'y a pas de parti qui ne met pas des marchés pour que j'adhère à un parti. Je dis non, je suis à la tête de la plus grande coalition des femmes. Je n'adhère à aucun parti. Je suis à la tête des femmes pour les réunir. L'ethnie. Il faut que les femmes voient qu'effectivement, vous-même, vous n'avez pas de renom ethnique. C'est très important. Donc, l'exemplarité de la personne qui lead est fondamentale. Je pense que jusqu'ici, on a plutôt réussi dans ce cadre-là et c'est pour ça que l'organisation tient. Donc, dans votre organisation, les femmes, elles font quoi? Elles suivent des cours? Vous les formez à la politique, à l'entrepreneuriat? Comment ça se passe? Nous avons 4 grands domaines d'activité. Le premier qui est extrêmement important, c'est l'autonomisation de la femme. Quand vous n'êtes pas indépendant, financièrement, vous n'êtes pas libre. Si moi j'ai pu, après 2010, c'était exactement le 11 janvier 2011 que j'ai eu ma rencontre avec le président de la République. Et qu'il m'a dit que c'était à cause des problèmes d'équilibrage ethnique, etc. etc. Après avoir été directrice de campagne, je me suis dit, je n'ai plus rien à faire là. J'ai donc dit ce jour, je tourne la page, Monsieur le Président, et
je suis revenue à mes activités parce que j'avais des activités. Sinon, je pense que dès le lendemain, je serais allée voir des ministres, des sages, demander au président de me mettre quelque part. Mais personne ne vous dira dans ce pays que j'ai été le voir pour avoir un poste. Parce que vous aviez vos activités, vous étiez indépendante déjà. Parce que j'ai estimé d'abord que s'il y avait quelqu'un pour venir dire au président, faites quelque chose pour un tel, c'est moi. C'est pas l'inverse. Ça, c'est un. De deux, parce que je suis indépendante. Je suis chef d'entreprise, je gagne ma vie correctement, je donne mes cours, je m'occupe, je suis encore utile à la société, je peux me rendre utile à la société autrement qu'à un poste ministériel ou à un autre poste nominatif. Donc ça fait que l'indépendance économique pour la femme est fondamentale. La deuxième chose, c'est les violences basées sur le genre. Il y a beaucoup de violences dans notre pays. Il y en a beaucoup. Et là, même mardi, nous faisons de la restitution d'une enquête sur les viols de petites filles extraordinairement grave dans notre pays. Inimaginable. 3 mois d'enquête, 552 cas de viol de petites filles, voire de bébés, 500? Dans la région de Conakry jusqu'au kilomètre 36. Donc, excusez-moi, 552 cas de viol de filles mineures dans la zone de Conakry. Conakry, Kassa jusqu'au kilomètre 36 en 3 mois. C'est énorme. Donc ces résultats méritent d'être diffusés, publiés, pour que les autorités soient interpellées, surtout que nous avons attendu que les nouveaux élus soient installés dans les communes pour faire cette restitution. Le troisième volet, c'est la préservation de la paix. Vous avez dû entendre parler de la case de veille des femmes. Jusque-là, les femmes ne participaient pas à l'observation électorale. À partir de 2013, nous nous sommes impliqués dans l'observation électorale fondée sur le mécanisme d'alerte précoce et réponse rapide. C'est-à-dire que nous résolvons in situ les difficultés pouvant dégénérer en conflit. Et c'est ainsi que nous déployons des milliers de femmes à l'occasion de chaque élection pour alerter tout de suite sur le terrain tout ce qui peut amener un conflit. Les femmes qui sont déployées pendant les élections, c'est ça leur rôle. Parce qu'on les voit dans les bureaux de vote. C'est ça. On ne savait pas, on pensait juste que ce sont des observatrices tout simplement. Mais le rôle... Je vous donne un exemple. Okay. Si dans un bureau de vote, il manque des bulletins de vote et que ce manque est susceptible de créer des difficultés, la révolte même parfois des électeurs, tout de suite, c'est relayé à la case de veille et nous, on appelle la CENI à tel endroit, il manque des bureaux de vote, des bulletins de vote, déposer des bulletins de vote maintenant. Et notre représentante est chargée de suivre jusqu'à ce que les bulletins soient là, en apaisant, en disant on a appelé, les bulletins arrivent et elle suit là-bas. C'est ça l'alerte précoce et la réponse rapide. Et puis, vous avez naturellement l'accès des femmes aux postes de prise de décision. Mais je pense que l'accès des femmes aux postes de prise de décision est la conséquence de tout ça. Effectivement. Il faut qu'elles soient formées, qu'elles soient indépendantes, qu'on ne les violente pas. Parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Ne pas mettre une petite fille à l'école, c'est une forme de violence. Ne pas permettre à une femme qui a fait de longues études de travailler, c'est une forme de violence. Donc nous travaillons vraiment sur les VBG avec une offre de service aux femmes, aux victimes. Et nous travaillons donc par ricochet sur le dossier d'accès des femmes aux postes de prise de décision. Mais encore une fois, poste de prise de décision, ce n'est pas simplement être ministre ou gouverneur, c'est participer à la décision là où on se trouve. C'est très important. Donc c'est ce que vous apprenez aux femmes, à participer aux décisions là où elles se trouvent. Là, elles auront le temps de comprendre les choses, d'adapter les choses par rapport à cette situation. Quand vous participez, par exemple, à l'administration d'un marché, on peut mieux porter les revendications là. Ce n'est pas le ministère qui va le régler, ça va se régler au niveau de l'administration du marché. Donc il est très important que les femmes comprennent que là où elle est dans le bureau du quartier, là, c'est pas petit, hein. Là, elle a sa voix, elle peut défendre les intérêts des femmes. Pour nous, l'accès des femmes au poste de prise de décision, c'est ça.
partout où il y a la décision, vous par exemple, vous êtes ici à la télévision, il doit avoir une direction. Il faut que les femmes qui sont là exigent qu'il y ait des femmes dans ce comité qui décident. À ce moment-là, vous avez accédé au poste de prise de décision. Comme ça, si on parle si on doit prendre des décisions par rapport au fonctionnement de votre télévision, votre voix comptera et par là, vous ferez passer les intérêts des femmes qui sont ici autour de vous. Vous nous donnez des idées là par rapport à toutes les femmes qui sont là et on va se regrouper et on va voir avec nos collègues hommes comment ça va se passer. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on marque une petite pause pour la deuxième rubrique de notre émission, le nombre mystère. De retour sur ce plateau pour le nombre mystère. Le nombre mystère, 16. Sur 193 pays, seuls 16 sont dirigés par des femmes, selon le rapport de l'ONU Femmes en 2017. Alors, madame, 16, le nombre 16. Oui, c'est un chiffre. J'ai eu mon bac à 16 ans. D'accord. Donc, le chiffre 16... ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ok. Donc, mais là, ce que j'ai pris, sur 193 pays, seuls 16 sont dirigés par des femmes, selon le rapport de l'ONU Femmes en 2017. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce chiffre. Alors, en Guinée, pensez-vous qu'en 2019, la Guinée est prête à élire une femme présidente? L'élection d'un président au suffrage à ce niveau de responsabilité, c'est une question de rencontre d'un leader et d'un peuple. Une question de rencontre d'un leader et d'un peuple. Et d'un peuple. D'accord. À partir de messages, à partir d'engagement. Je pense que c'est en ce moment que le pays est prêt. C'est cette rencontre-là qui est déclencheur. Qui est fondamentale. Et fondamentale. Mais il y a tout à fait dans ce pays des femmes qui sont présidentiables. D'accord. Tout à fait. Mais non, je veux dire, après le reste, c'est que la mayonnaise prenne. Qu'une sorte, ces femmes... qu'une se présente et qu'il y ait ce déclic avec le peuple. Et ça va aller. À votre avis, pourquoi elles ne se présentent pas? Pourquoi elles ne sortent pas de l'ombre? Pourquoi on n'arrive toujours pas à voir ces femmes-là qui peuvent venir remuer la mayonnaise? Je vais vous répondre en parabole. Si l'élan pris par le premier régime n'avait pas été cassé, je crois qu'on aurait déjà eu une femme présidente en Guinée. Mais je vous dis que ça reprend. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et je souhaite que le prochain président de la Guinée soit une femme. Pourquoi? Je le dis parce que ce pays a besoin d'unité. La femme en est capable. Ce pays a besoin de paix. La femme en est capable. Ce pays a besoin de justice. La femme en est capable. Elle en est plus capable. Je crois que l'homme, par rapport à leur destination, la femme a toujours rassemblé dans la famille. L'homme part, il amène ce qu'il faut pour subvenir aux besoins. Mais la femme négocie même entre ses enfants. Elle négocie avec la belle-mère. C'est son rôle. Donc ça, c'est la paix. Mais la femme est juste. Parce que vous savez, elle peut ne pas aimer ses enfants de la même manière, mais elle va être juste envers ses enfants. Et si vous extrapolez cela, dans un pays, il y a des gens qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous plaisent pas forcément. Mais vous devez être juste avec votre peuple. Ce n'est pas toujours facile pour les hommes. Mais je pense que ça, les femmes peuvent avoir cette qualité. Donc, la paix, l'unité, la justice, c'est vraiment des piliers importants qui peuvent être alimentés par la femme. C'est pour ça que j'ai espoir et je souhaite d'ailleurs, je le souhaite vivement que le prochain, parce que le pays en a besoin. On a besoin aujourd'hui de plus de cohésion. On est tellement divisé aujourd'hui par la politique. Est-ce que les stéréotypes pourraient accepter ça? Ah, mais je pense que oui. Oui, je pense que, vous savez, j'ai été ministre
Oui, de la réforme. De la réforme. Et quand la femme est compétente, on la respecte. Donc, on a plus besoin de respect. L'amour, c'est avec les proches et la famille. Mais en dehors de la famille et des proches, on a besoin d'être respecté. Et quand la femme fait preuve de compétence, elle est respectée. Et elle rassure. Mais je pense que aussi les mentalités évoluent. Elles évoluent. Donc, elles évoluent. Aujourd'hui, et puis vous êtes optimiste, si je comprends bien. Oui, très optimiste. Vous êtes très optimiste. Très optimiste. Oui. Et je crois beaucoup à la résilience. Oui. Très optimiste. Il faut être déterminé et il faut résister. Face à un choc, vous reprenez toujours. Oui. Vous êtes résiliente. Oui. Oui, on sent ça en vous. Ah oui. Vous êtes optimiste, résiliente. Je suis une espèce de roseau. Je plie, mais je casse pas. D'accord. Ouais, ça c'est... Mais je pense que après 60 ans avec les hommes, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes. Vous pensez qu'il est temps? C'est pas simplement qu'il soit temps, mais aujourd'hui, dans l'opinion, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de milieux qui estiment qu'il faut aussi essayer une femme. Je vous dis, et il y a dans beaucoup de milieux, il y a beaucoup de des hommes, des femmes, des vieux, qui estiment, oui, les hommes ont fait ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il faut essayer une femme. Je suis persuadée que ce n'est plus loin. Alors, dites-moi, faut-il être marié pour avoir un poids politique? Une femme doit être mariée pour avoir un poids politique? Parce qu'on demande toujours, est-elle mariée? Et même si pour accéder à un poste de responsabilité, il faut qu'elle soit mariée. Pourquoi? Bon, parce que... c'est une... Vous savez, oui. Le mariage est une institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect. On appartient à une société, à une communauté. Mais en matière de dialectique, on dit toujours que la quantité nie la qualité. Il y a un principe dialectique qui développe bien ça. La quantité nie la qualité. D'accord. C'est-à-dire que quand il y avait 1, 2, 3 femmes non mariées, et s'il y a aujourd'hui des milliers de femmes qui ne sont pas mariées, l'approche change. D'accord. Parce que celui qui parle aussi a peut-être sa sœur qui n'est pas mariée, ou sa maman qui n'a jamais été mariée. Donc l'idée va évoluer, mais l'institution est importante parce qu'elle est stabilisatrice de mariage. Mais ça ne doit pas être une condition sine qua non, sinon vous pouvez passer à côté de compétences et de possibilités qui peuvent rendre service au pays. Mais je dis encore une fois, le mariage, une femme non mariée, dans une petite proportion, on peut dire oui, on ne le sait pas, ça ne rassure pas pour des postes de responsabilité. Mais quand il y en aura des milliers, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc la quantité va nier la qualité. D'accord. Merci. On marque la dernière pause pour la 3e rubrique de notre émission, la Minute Info. De retour sur ce plateau pour la Minute Info. La Minute Info. En janvier 2011, la Guinée a validé une politique nationale du genre. Docteur, nous sommes en 2019 aujourd'hui. Depuis janvier 2011, la politique nationale de genre a été validée. Aujourd'hui, en 2019, quelles sont les disparités encore que vous retrouvez entre les hommes et les femmes de ce pays? Bon, on a toujours l'impression qu'on n'a pas les mêmes chances. Vous savez, c'est très important d'adopter une politique nationale du genre. Oui. Ça a été un travail pour lequel on s'est battu pendant des années. Des années, oui. Il y ait des conseillères genre dans les ministères, ça a été un combat. Oui. Des points focaux genre, ça a été un combat. Et la politique, c'est un gouvernail. Donc ça, j'ai salué ça, on s'est battu pour ça, c'était un acquis. Je pense quand même qu'avec le professeur Alpha Condé, il y a eu beaucoup d'évolution. Aujourd'hui, dans les cabinets ministériels, vous avez beaucoup de jeunes femmes qui arrivent, qui sont nommées. Il y a de nouvelles il faut femmes, le saluer, il faut saluer ça, c'est extrêmement important. Mais c'est insuffisant. Par exemple, on a eu un moment 7 ministres au gouvernement et à des postes importants. Aujourd'hui, il y en a moins. Oui.
On ne peut pas faire 2 pas en avant. Il dit pas en arrière. Et 1 pas en avant et 2 en arrière. Oui. Ça n'est pas normal. Ça, c'est un recul. Donc, en même temps que nous saluons l'évolution au niveau de cet accès, au niveau des services centraux, autant nous estimons qu'au niveau de la représentation gouvernementale, il y a eu un recul regrettable. La politique de genre est extrêmement importante parce qu'elle permet de concevoir les politiques scolaires, permet de concevoir les politiques de violence contre les jeunes filles. Les violences basées sur le genre, la formation, le renforcement de capacités. Tout ceci est extrêmement important. Mais ce que je voudrais dire aux femmes, au-delà de ces politiques, c'est que quand on te lave le ventre, il faut se laver le dos. C'est très important que les jeunes filles comprennent que la meilleure garantie d'avenir, c'est l'instruction, c'est l'école, c'est rien d'autre. Quand vous êtes instruit, vous faites respecter. Encore une fois, on peut ne pas vous aimer, mais on vous respecte. On doit vous respecter. On doit vous respecter. Vous avez un meilleur relationnel avec votre époux. C'est les relationnels qui sont basés sur le respect mutuel. Et vous apportez quelque chose à votre famille. Vous êtes utile pour vos enfants. Parce que, au-delà de l'école, on apprend 80% de ce qu'on sait en dehors de l'école. Et ça, la maman peut jouer un rôle extrêmement important. La politique du genre, c'est donc un gouvernail qu'il faut saluer, mais il faut rester collé et vigilant parce que les hommes sont capables de faire 1 pas en avant et 2 en arrière. Et 2 en arrière. Alors, aujourd'hui, en 2019, quelle est votre vision de la femme guinéenne dans le futur? Imaginez, la femme guinéenne, qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans? Je voudrais que dans les prochaines années, il y ait beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. D'accord. L'Assemblée, c'est le lieu où on vote les lois. Les lois. Même si les lois ne sont pas tout à fait respectées aujourd'hui, les avoir, c'est extrêmement important parce que c'est un outil de sensibilisation, mais aussi de combat. Quand vous avez la loi de votre côté, vous pouvez lever le ton et on ne réussit jamais à l'insu de soi. Il faut investir l'Assemblée. Il faut que les femmes, les prochaines élections, exigent d'être en position d'éligibilité sur les listes électorales. Il faut même qu'elles aient l'audace de faire des listes à majorité de femmes. Nous avons aujourd'hui des femmes dans ce pays qui sont populaires, des femmes qui ont du monde derrière. Il ne faut pas toujours se mettre derrière les hommes. Mettez-vous aussi devant. Soyez audacieuse, ce n'est pas de l'insolence. Soyez ambitieuse, ce n'est pas insolent. Dans le respect de nos coutumes, de notre culture, dans le respect de la loi, il faut absolument qu'on investisse l'Assemblée. C'est extrêmement important et nous, on va faire de la sensibilisation dans ce sens. Alors, docteur, dites-nous, quel est votre dernier mot sur notre sujet? Merci beaucoup. Je voudrais dire aux femmes de Guinée qu'elles sont importantes. D'accord. Qu'elles sont majoritaires dans ce pays, qu'elles sont le pilier, qu'elles sont le socle, que ce qui leur manque, c'est la décision. Décision pour faire bouger les choses en termes de paix, en termes de protection des femmes, en termes de solidarité, en termes de justice dans ce pays. Et de ne jamais oublier celles qui ont pu être de l'autre côté de la rive, qu'il y a des femmes derrière qu'il faut porter, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et que la solidarité féminine est vraiment notre raison d'être. Elle ne doit pas être un vain mot. Elle ne doit pas être un vain mot. Il faut que celles qui ont réussi pensent à celles qui ont moins réussi. Il faut que celles qui sont en haut de l'échelle pensent à celles qui sont au bas de l'échelle. C'est un peu le sens du lien qu'il y a entre le réseau des femmes ministres et parlementaires et la coalition des femmes et filles de Guinée. Je vous remercie. Merci madame d'être venue dans notre émission. On a tellement de choses à dire sur l'avenir des femmes, sur les femmes en politique, sur surtout leur implication dans la vie sociale. On vous remercie d'être venue. Chers téléspectateurs, on était avec Dr Makale Traoré, chef d'entreprise, présidente de la COFI, Coalition des femmes et filles de Guinée, présidente du réseau des anciennes femmes ministres et parlementaires de Guinée et aussi professeure d'université. On vous dit merci et à bientôt dans une nouvelle émission de Sans Filtre sur Star 21 TV.